Bonsoir, nous sommes le 22 janvier, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78 et dans l'actualité locale. Aujourd'hui, la commission régionale de coopération intercommunale vient de se réunir. Les nouvelles frontières de l'intercommunalité saint-quentinoise se précisent, le point et les réactions. La ministre de l'Éducation vient de dévoiler plusieurs réformes autour de la question de la laïcité et des valeurs de la République. Quelles conséquences et quel est le sentiment des principaux concernés, les enseignants ? Salon du lycéen et de l'étudiant à Versailles le samedi 24 janvier. Des conférences, des stands afin d'échanger avec les différentes écoles et universités. Ce sera au Palais des Congrès tout au long de la journée. La commission régionale de coopération intercommunale a donc adopté ce matin la proposition de modification du projet d'intercommunalité Versailles-Saint-Quentin-Massy-Saclay. En lieu et place d'un regroupement de 800 000 habitants, il y aura donc au 1er janvier 2016 trois agglomérations. Une dans l'Essonne, une extension de Versailles-Grand Parc à la commune de Vélizy et enfin une fusion de Saint-Quentin en Yvelines avec Plaisir, Villepreux, Les Clés-sous-Bois, Maurepas et Coignières. La Casquie passera de 7 à 12 communes dans quelques mois. Écoutez le président de l'agglomération. C'est une belle satisfaction. Vous savez, depuis le mois d'août dernier, date à laquelle le préfet de région a présenté son schéma, nous étions sous la menace d'une intercommunalité à 800 000 habitants, 57 communes. Eh bien, face à cette proposition, nous avons su réagir, nous les élus. Et c'est vrai que l'amendement que j'ai déposé avec mes collègues présidents d'intercommunalité de Versailles-Grand Parc, Europe-Essonne et de la CAPS, eh bien, cet amendement a été largement adopté puisque sur 71 votants, 69 ont voté pour cet amendement et 2 se sont abstenus. Donc c'est une belle victoire et qui nous permet de pouvoir rester dans une intercommunalité qui sera à taille humaine, avec toujours de la proximité, ce dont j'avais très peur. On parle du Grand Saint-Quentin, puisque parmi les 5 communes qui vont peut-être entrer, parce que jusqu'à présent, même si ça a été voté, il faut que le préfet fasse son arrêté, et ça interviendra qu'en fin d'année. Donc dans les communes susceptibles de pouvoir nous rejoindre, il y a bien sûr des communes qui ont fait partie, il y a quelque temps, de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le préfet doit rendre son arrêté définitif d'ici la fin du mois de décembre, mais à moins d'un contre-amendement, ce qui semble plutôt peu probable. Le nouveau territoire devrait donc être ainsi défini. Il faut à présent travailler ensemble. Écoutez Michel Logier. Travailler bien sûr sur l'intégration de ces communes, parce que celles qui vont arriver devront se mettre au niveau des communes qui existent déjà sur notre territoire. Donc là, tout le travail commence, on n'est pas encore au bout de nos peines, tout le travail d'intégration, tout le travail aussi de répartition des compétences, et puis surtout l'impact que ça va avoir sur nos budgets. Quand on dit nos budgets, le budget de la communauté d'agglomération et le budget des communes qui vont y faire leur apparition. Puis on parlera aussi de la gouvernance de cette nouvelle intercommunalité. Parmi les 5 communes qui feront partie de cette nouvelle agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, une seule a fait part d'ores et déjà de sa désapprobation, c'est celle de Coignières. La loi est la loi. La loi est la loi. Donc le maire de Coignières devra appliquer la loi. Moi, j'ai de très bons rapports personnels avec Henri Pailleux. Je souhaite qu'on fasse les choses en toute quiétude et finalement pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, moi je suis pas là pour réquisitionner Coignières, je suis là pour travailler avec Coignières, ce qui est tout à fait différent. Et on mettra certaines choses en commun, ce qui me paraît évident, en application de la loi comme on doit le faire. Henri Pailleux est un grand républicain, moi aussi. Autre réaction, à présent, celle de Joséphine Coleman-Berger, la maire UMP de Plaisir. Elle juge ce rapprochement logique. Sa ville faisait partie par le passé de Saint-Quentin-en-Yvelines. La dynamique de développement de ses voisins lui semble similaire à la sienne. Reste maintenant à savoir les bénéfices qui en seront tirés. Écoutez-la. Donc c'est ça qu'il va falloir voir, parce que ce rapprochement est un rapprochement, je l'évoquais lors de la cérémonie des vœux de Plaisir, je rappelais que notre but n'est pas
et on est en accord avec M. Laugier, le président de la CASCI, et pas de nous fondre dans la CASCI. Ce que l'on veut, c'est de retravailler ensemble pour pouvoir justement avoir une réflexion par rapport aux compétences et voir dans quelle mesure on peut remettre à plat les compétences aujourd'hui qui sont celles de la CASCI. C'est peut-être une opportunité aussi pour eux de revoir les choses de façon différente. Et moi, je suis très optimiste sur le fait que ça peut vraiment apporter une dynamique. Aujourd'hui, les collectivités ont de vraies difficultés financières qui sont très très lourdes. Et j'espère, en tout cas, même si effectivement il y a des problématiques financières un peu partout, même dans les agglomérations, on devrait faire preuve d'intelligence et de pragmatisme pour arriver à réunir nos forces pour le bien-être, bien sûr, de tout le monde, mais aussi pour ces économies en ligne qui me semblent fondamentales aujourd'hui puisqu'on n'a pas le choix. Et pour conclure cette séquence, notre question du jour. Que pensez-vous de cet agrandissement de l'agglomération de Saint-Quentin vers Plaisir, les Clés-sous-Bois ou encore Maurepas? Voici quelques-unes de vos réponses. Des maisons de santé, par exemple, ça manque un peu dans la région. Ou peut-être des maisons de retraite aussi. On dit qu'il y a encore des mouroirs, des espèces, enfin qu'il y a encore des mouroirs. Alors si ça existe, c'est qu'il n'y a pas assez de services. Mais c'est l'argent, toujours l'argent. Je sais qu'il y a des communes qui organisent avec des bus. Ils ramassent les personnes âgées, ils les emmènent dans des grandes surfaces. Ils leur permettent de faire leurs courses et puis ensuite ils les ramènent chez eux. C'est pas mal ça. Puisque, grâce au service social, maman a pu bénéficier, vous savez, de la je ne sais plus comment on appelle ça, la téléassistance, téléalarme. Elle a un petit boîtier qui lui permet, en cas de problème, d'être reliée à, à un service. Réaffirmer les valeurs républicaines à l'école, c'est tout l'enjeu des mesures annoncées aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation. 2 semaines après les attentats et les incidents survenus dans certaines écoles, le plan qui sera mis en action au plus vite prévoit un volet de formation des enseignants, mais aussi une hausse des fonds sociaux de 20% pour aider les enfants en situation de pauvreté. Explication, réaction, Mélanie Poquet. Laïcité, citoyenneté, valeurs de la République. Depuis les attentats de Paris, la ministre de l'Éducation les met en avant et veut les réaffirmer à l'école, du primaire au lycée. C'est ce qu'elle a fait ce jeudi. C'est nécessaire et ça existe déjà dans le cadre des programmes d'histoire-géographie au collège, au lycée aussi, et dans le cadre des programmes d'éducation civique et de CGS au lycée aussi. Ce sont des thèmes qui sont déjà abordés, notamment en troisième, en classe de troisième en éducation civique. L'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la critique face aux médias, ce sont des choses qui sont normalement abordées en classe déjà. Pour aider les professeurs à aborder ces thèmes, 1000 enseignants et personnels seront formés pendant 2 jours. Deuxième annonce, à partir de la rentrée 2015, un nouvel enseignement moral et civique sera mis en place, mais aussi un enseignement laïque du fait religieux. Un enseignement laïque du fait religieux, oui, c'est quelque chose qui peut sembler important. Ceci dit, je ne sais pas si dans l'enseignement laïque du fait religieux, on ira jusqu'à l'athéisme ou le fait que quelqu'un puisse être agnostique. Donc je crois qu'il faut attendre de voir les contenus et en plus, comme toujours, adapter suivant le public auquel on est confronté. Les élèves consacreront 300 heures par an à l'enseignement moral et civique, ce qui représente 1 heure par semaine. Une annonce jugée incomplète par certains syndicats. Comment ça va être organisé? Quelle formation? Comment vont être organisées les heures par rapport aux heures déjà existantes? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des heures de présence à l'école? C'est des annonces, mais avec quels moyens derrière? La ministre de l'Éducation a annoncé que ces mesures coûteront 250 millions d'euros sur 3 ans. Nous allons à présent parler du salon du lycéen et de l'étudiant qui va se tenir à Versailles. Ce sera le 24 janvier à partir de 9h30 au Palais des Congrès. Nous sommes en ligne avec Stéphanie Romano. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes la commissaire générale adjointe aux salons régionaux pour l'étudiant. C'est la 4e fois qu'un tel événement va se dérouler sur Versailles. Un salon dans les Yvelines, c'était pertinent, ça manquait véritablement jusqu'à présent? Oui, dans les Yvelines, bien sûr, à Versailles, parce qu'on organise de nombreux salons à Paris qui s'adressent à un public francilien et c'est vrai qu'il y a eu une volonté de nos partenaires locaux d'organiser un salon de proximité pour les jeunes du département. Et qui jusqu'à présent a rencontré son public, j'imagine, sur les précédentes éditions. À qui ça s'adresse spécifiquement, le rendez-vous de samedi, justement?
Alors, nous nous adressons avant tout aux jeunes en première et terminale, donc aux lycéens, qui sont en quête de renseignements, d'informations sur la poursuite d'études après le bac. Donc pour les jeunes qui sont en terminale, notamment, c'est le moment des vœux et des choix sur le portail admission post-bac, APB, qui vient tout juste d'ouvrir là depuis le 20 janvier. Et nous nous adressons également aux étudiants, donc des jeunes qui sont déjà dans le supérieur et qui souhaitent se réorienter, qui ont peut-être fait de mauvais choix au mois de septembre ou qui se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux, la filière qu'ils avaient choisie et qui souhaitent faire autre chose. Et donc il est encore temps. Et lorsqu'on vient sur un tel salon, justement, il faut mieux déjà savoir un petit peu ce qu'on veut faire, ou il y a possibilité justement d'être éclairé, d'être aiguillé sur place. Il y a une prise en charge, où les étudiants, les jeunes qui vont venir vont être un peu perdus s'ils n'ont pas réfléchi avant. Là, après, c'est vrai qu'en fonction des personnalités, ça va un petit peu dépendre. Mais non, le salon est ouvert aux jeunes qui ne savent pas quoi faire. Et il y a de nombreux exposants qui sont présents pour répondre à leurs questions. Il y a l'ONICEP également qui est présent et un stand de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines avec toutes les entités de l'université représentées. Donc, le salon s'adresse à la fois aux jeunes qui savent déjà quoi faire, qui ont un projet, et ceux qui ne le savent pas, on espère pouvoir les aider à faire un choix sur cette journée-là, ou au moins à commencer à le mûrir, et après ils auront peut-être l'occasion d'aller à des journées portes ouvertes, ou à trouver d'autres informations, ou aller visiter l'école, aller directement voir l'établissement. Il n'y aura pas uniquement des stands, il y a aussi des conférences qui seront proposées tout au long de la journée? Oui, bien sûr, et les conférences, c'est toujours un bon moyen aussi de poser vos questions. Il y a une conférence sur APB, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ou alors sur le parcours universitaire, les sciences, les métiers des langues et de l'international, ou encore le management et le commerce. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux rapidement des filières qui séduisent les étudiants, justement? Vers quelle branche se tournent-ils en général? Alors, sur un état des lieux, après, en fonction des profils, aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont quand même à l'université. Ça reste la voie prioritaire, l'université, encore aujourd'hui. Prioritaire, non, mais c'est là où il y a le plus d'étudiants. Après, sur le salon, c'est difficile de vous répondre, parce que les filières dans l'enseignement supérieur en France sont très nombreuses. Mais en tout cas, les démarches en études. En tout cas, la démarche des étudiants, est-ce qu'ils s'adaptent? Parce qu'on a souvent parlé des filières qui accueillaient beaucoup d'étudiants, et notamment à l'université, sans pour autant proposer des emplois derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi des étudiants qui cherchent quelque chose, un métier, une formation qui va les amener rapidement à un métier? Est-ce que ça a évolué un petit peu? Oui, il y a une prise de conscience. Beaucoup de jeunes posent la question en disant oui, je vais faire ces études-là, mais moi, à la fin de mes études, qu'est-ce que je peux faire, où je peux travailler? Est-ce que vous allez m'apporter une insertion professionnelle? Alors pas garantie, on peut jamais garantir, mais si, ils posent ces questions-là. En tout cas, ils s'inquiètent des débouchés à venir après. Oui. Une dernière question, la vie de l'étudiant, ce n'est pas uniquement sa formation, c'est aussi trouver un job quelquefois, un logement. Est-ce qu'il y aura des renseignements sur ce salon qui sera proposé à Versailles? Oui, notamment grâce au stand de la ville de Versailles, qui est partenaire du salon et qui est présente avec un stand pour renseigner les jeunes sur tous ces aspects-là de la vie quotidienne. On aura également des informations sur le logement, la mutuelle aussi, et également des infos sur les bourses, tout ce qui concerne vraiment la vie d'étudiant. Tout ce qui concerne la vie de l'étudiant. Merci Stéphanie Romano. On redonne cette information pratique. Donc, salon du lycéen et de l'étudiant, 24 janvier, dès 9h30 au Palais des Congrès à Versailles. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci. Transport et travaux, à présent, surtout avec le chantier d'aménagement de la RD 30 à hauteur de Plaisir qui débute. Les voies seront doublées. Une réunion d'information vient de se tenir pour les riverains. Un sujet de Yolène Torres. Cette route, le matin, c'est infernal, quoi. Vous allez mettre 10 minutes, alors qu'en temps normal, vous mettez 3 minutes pour atteindre la nationale. La RD 30 a longtemps été le calvaire de cette habitante de Plaisir et de bien d'autres. Saturée, engorgée, bouchonnée, les termes pour la décrire ne manquent pas.
En ce début d'année, le chantier d'aménagement et d'élargissement de cette route a commencé, un projet attendu depuis 20 ans. C'est impératif que ces travaux démarrent et on en est vraiment très heureux parce que, on va se rendre compte qu'il va y avoir une fluidité, une sécurité qui va être beaucoup plus grande. Et certains Plaisérois s'inquiètent qu'il y ait encore plus de circulation, mais de toute façon, la circulation est là. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir des voitures qui stagnent, qui bouchonnent au niveau de la pollution, c'est bien pire que des voitures qui passent en fluidité et qui ne font que traverser. Les voies seront doublées entre la RN12 au sud et le rond-point du Petit Saint-Cloud au nord. Au niveau de cette 2 fois 2 voies, les giratoires du Petit Saint-Cloud et de Jules Régnier seront dénivelés, tout comme ceux du Pressoir et des Gâtines, qui seront eux regroupés en un seul rond-point. Des passerelles piétons-cyclistes sont également au programme. Ces aménagements permettront aussi de décongestionner le centre-ville de Plaisir vers lequel les automobilistes se reportaient souvent. La circulation de Plaisir, c'était quand même un peu engorgé, surtout sur le centre-ville, et c'est très bien, il fallait y venir. Riveraine de la RD30, Christine, elle, s'inquiète des nuisances sonores. Moi, je ne suis pas du tout gênée par le bruit, donc ça c'est clair. Mais une fois qu'elle passera à 2 fois 2 voies, qu'en sera-t-il? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les bois qui nous protègent. Mais après, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, pour avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet. Un sujet bien sûr abordé lors de cette réunion publique et auquel la maire a répondu. En ce qui concerne les nuisances sonores, il va y avoir des murs anti-bruit qui sont prévus et puis les calculs au niveau des décibels ont été faits pour qu'on soit vraiment en dessous même de la norme actuelle. La promesse a été faite hier, les 2 sens de circulation seront maintenus pendant toute la durée des travaux. Coût de l'opération, environ 78 millions d'euros, financés par le Conseil général et la région. Fin des travaux prévus à l'été 2017. Et cette nouvelle mobilisation de la Fédération française du bâtiment dans les Yvelines, lors de la cérémonie de vœux du président prévue le 29 janvier, un spectacle sera joué. Son nom, c'est Le Bordel, ça va mal finir, un nom plutôt évocateur. Il y sera question de la crise qui touche le secteur et des solutions possibles à apporter. Une réunion afin de sensibiliser les seniors contre le vol. C'était il y a quelques jours à Magny-les-Hameaux. Les malfaiteurs sont de plus en plus nombreux à se faire passer pour des professionnels ou pour des représentants de l'administration. Il faut adopter les bons réflexes pour ne pas être piégé. Ils étaient à la fois intrigués et angoissés. Une centaine de seniors s'est déplacée ce mardi à la mairie de Magny-les-Hameaux à la recherche de conseils pour déjouer de probables futurs vols à la fausse qualité. Forcément, on se sent plus vulnérable que quand on est deux, quoi. Donc je suis assez vigilante et on se sent effectivement quelquefois un peu pas agressé, mais on est constamment appelé au téléphone pour des publicités, pour ce genre de choses. Et on m'a toujours dit, mes enfants me disent, fais attention de pas forcément dire que tu es toute seule. Enfin, c'est vrai qu'on est sollicité en permanence. La gendarmerie et la police municipale se sont montrées bienveillantes en répondant aux nombreuses questions de l'assistance ainsi qu'en donnant des conseils. Ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui, faire très attention, demander les cartes professionnelles. Personne n'est obligé de faire rentrer quelqu'un qui ne connaît pas dans sa maison. Une maison, c'est privé. Donc, quand on n'est pas sûr, on ne fait pas rentrer. Il faut fermer ses portes, ne jamais laisser ouvert, par exemple, sa porte devant quand on est dans son jardin. Des réunions de ce type ont lieu 2 fois par an, fin octobre, début novembre et avant les vacances d'été pour sensibiliser à la sécurité des biens et des personnes. Jusqu'au 14 février, l'INSEE mène sa campagne de recensement dans plusieurs villes des Yvelines et notamment à la Verrière. Ils sont une dizaine là-bas à intervenir sur le terrain pour récolter les dernières informations de quelques 6000 habitants. Mélanie Poquet. Pause déjeuner pour certains, tournée de recensement pour d'autres. Corinne Berdix recueille les informations des habitants du secteur d'Orly Parc 2. Elle a 168 logements à recenser. Nouveauté cette année, les habitants peuvent répondre sur Internet. D'accord. Et puis vous laissez guider par les petites questions. On vous pose déjà des questions sur le logement et après 2 petits questionnaires pour vous, monsieur, madame, et puis pour chacun des enfants. C'est rapide. Hein. C'est rempli dans les 48 heures ? Pas tout le monde. Alors ce matin, puisque j'ai fait un point avec mon responsable, je me suis aperçue qu'il y avait certaines personnes qui lisaient mal, donc soit le numéro de district, soit le rang de logement. Donc c'est pour ça que j'insiste en leur reprécisant bien, on relie ensemble pour être sûr qu'ils ont bien compris
pourquoi, mais sinon ça fonctionne plus ou moins bien. Plus sur Internet que papier. En cas d'absence, un avis de passage est laissé. Les données récoltées sont anonymes et protégées. Il y en a certains qui sont un petit peu offusqués par les questions. Quand je pose la question à savoir combien il y a de personnes dans le logement, c'est arrivé, c'est très rare, mais certaines fois, les personnes ont des réactions un petit peu bizarres, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, sincèrement, je suis bien accueillie. Corinne Berdix a encore 24 logements à visiter. Orly Park 2 est le plus petit secteur de la commune. Les questionnaires récupérés sont transmis directement à l'INSEE. Les données permettent de définir les dotations de l'État aux communes, mais aussi des besoins en équipement. Le recensement se termine le 14 février. Je vous retrouve demain vendredi pour la dernière édition de la semaine, avec les mêmes horaires bien sûr. Excellente soirée sur TV Fil. Ce sera notamment avec Florane Parfait pour un nouveau numéro de Fil Écho. À demain vendredi.